La méthode. Deux éléments primordiaux, la temporalité et la façon, c'est-à-dire l'organisation. Commençons par l'organisation. Il n'est pas nécessaire d'être plus de 6 à 8 personnes pour mener à bien la plupart des actions de sabotage que l'on dira de premier niveau, mais aussi pour commencer à s'organiser à l'échelle territoriale afin de préparer un front uni et déconcentré qui, au juste moment, s'élancera. Dans un premier temps, la limitation du nombre de participations constitue même une condition de réussite de notre entreprise, afin d'éviter infiltration, propagation d'informations et trahison qui, à leur tour, permettraient un ciblage d'opportunités et en conséquence notre désactivation. Parmi les cibles de premier niveau que nous avons recensées, infrastructurelles et préalables à l'attaque des lieux de pouvoir, une grande majorité ne requiert pas la moitié du nombre de femmes et hommes mentionnés. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté à trouver un nombre aussi important de personnes de confiance, capables de s'engager et d'accepter une distribution des tâches qui, de la protection des personnes chargées, de l'exécution des actions, à leur éventuelle formation, ravitaillement, auront à se mobiliser. La structuration en groupuscules exige organisation concrète et constitution d'organisations légales, chargées, à des échelles territoriales plus larges, du fait de leur activité mixte permettant de préserver une apparence de pure conformité à l'ordre existant, de servir de point d'appui à tous ceux qui s'élanceraient, organisations qui regrouperont avocats, médecins, artisans, ouvriers, techniciens chargés d'actions de formation et de représentation. Ceux-ci devront maintenir autant que possible une façade non seulement parfaitement légaliste, mais y compris, le plus possible, dépolitisée. En tout front, il y a l'avant et l'arrière-garde. Les sentinelles, chargées de surveiller les cibles, de collecter des informations sur les mouvements de l'adversaire, de séduire des proies et de les amener à s'expliquer sur ce qui est en train de se jouer en les infiltrant, constituent une première fonction. Note 25. Note 25. Il faut, pour commencer, tenir ces actions strictement séparées de toute activité qui appartienne à l'ordre légal existant. Organisation de conférences, de réunions d'information, écriture et publication de textes, manifestations, etc. Il est en effet devenu habituel pour les appareils de pouvoir de remonter les filières en partant d'informations publiques permettant d'identifier les nœuds militants, puis en les infiltrant et en ciblant les principales têtes de pont des mouvements sociaux légitimistes et légaux, et tentant à partir d'eux de remonter vers les éléments les plus radicalisés. Parfois, pour ce faire, ils s'appuient sur les membres les plus légitimistes des dites organisations et leur crainte de l'illégalité et de la contamination, voire leurs attraits secrets pour le pouvoir, en faisant d'efficaces instruments de délation et de trahison. Il nous faut en conséquence tenir secrète toute action qui pourrait être réprimée au sein de ces cercles militants, ne jamais la revendiquer et ainsi jouer de double appartenance pour, le cas échéant, mieux se voir protégé. L'organisation d'un réseau qui permette de faire le lien entre ces groupuscules doit se faire à plusieurs conditions. Tout d'abord, l'opacité à l'égard des têtes de réseau en ce qui concerne le nombre d'individus mobilisés et leur identité. Ensuite, l'absence de centralisation des informations, la strate supérieure aux groupuscules de terrain n'ayant vocation qu'à les autoriser et les nourrir, leur permettre d'avancer et de progresser. La possibilité d'infiltration est évidente. Elle est beaucoup plus faible de bas en haut, c'est-à-dire par la constitution d'un faux groupe militant, que de haut en bas. Puisque nous sommes lus, cependant, il ne faut pas écarter ce risque et procéder à des vérifications régulières avec des rencontres physiques et l'organisation d'épreuves à l'égard des volontaires engagés, avant de leur donner accès à un quelconque élément permettant de les nourrir ou de les protéger, si tant est que cela leur soit nécessaire après avoir lu le présent texte. Comment s'assurer que ces essais ne seront pas des pièges dans lesquels il ne faudrait, en tant que volontaire, pas tomber? Comment s'assurer que le résultat de cette épreuve ne sera pas faussé par le volontaire qui chercherait à nous piéger? En se tenant à l'écart de toute forme d'acte réprimable qui pourrait être attribué. En toutes circonstances, face à la répression, jamais réponse certaine n'a été trouvée, ce qui explique et justifie la nécessité de la segmentation. Il faut s'interdire de tout jésuitisme qui, à défaut de réponse parfaite, justifie que l'on se tienne quoi
et cessent d'avancer. Les hôtes, chargés d'accueillir, protéger, couvrir, nourrir et soigner les personnes s'étant un temps découverts et exposés à une forme de répression, forment un deuxième groupe, occupant des fonctions symétriques aux sentinelles, mais si à l'arrière du front. En des terres loin de tout, ou en centre-ville, des points d'accueil capables de stocker des biens et d'organiser des rendez-vous sont clés. Les paladins, de préférence jeunes, ayant un rapport direct aux matières qui auront à être attaquées, disponibles et ne souffrant de servitudes familiales, économiques ou sociales importantes, constitueront une troisième force liée à la première. Ils auront pour doublure, accueillis et couvertes par leurs hôtes, une base de techniciens, artificiers, ingénieurs, artisans, chargés de concevoir leurs outils et les actions que les paladins auront à mettre en œuvre. Les messagers, ou estafettes, chargés de la circulation de l'information, des biens et du transport des personnes, tenus en ignorance de ce dont ils auront la charge pourrait signifier, seront des êtres de confiance, dotés de moyens ponctuellement mobilisables et aisément substituables, afin qu'aucune infiltration silencieuse ne puisse nous déstabiliser, chargés de maintenir les liens entre avant et arrière-garde et aider là encore des structures de communication. Les infiltrés, dont la gestion sera cruciale, seront en contact avec des relais, les dits messagers, sans avoir jamais accès au cœur de l'organisation, et traités par des structures rattachées aux paladins. Les ordonnances et commissaires, chargés d'élaborer et de relayer la propagande, de proposer leurs services d'intermédiation et de coordination, en agissant le plus possible dans la légalité, constitueront le dernier pan. Alimentés par des parèdres chargés de la recherche, ils seront dotés de capacités juridictionnelles et d'organisation logistique et humaine. Il faudra leur imposer à la fois un contrôle strict politique et s'assurer de leur déprise progressive du pouvoir en organisant la transmission aux autres membres de l'organisation de leurs compétences et de leurs habitus, afin, le plus régulièrement possible, d'en renouveler les cohortes et de les fondre en les 5 groupes préénoncés. Nous voyons donc l'ordre se dessiner. Préparation en amont à des actions sur les cibles de premier niveau, infrastructurelles. Enserrement progressif des cibles de second niveau, préfecture, palais de justice, lieu de centralisation de la répression, centre des impôts, hôtel de ville et collectivités en cas d'éphémère à renouveler. Enfin, dévastation des dernières troupes adverses dont la seule fonction est de protéger, coûte que coûte, un pouvoir avarié. En amont, stock d'armes, dispositifs de soins, d'évacuation et de dissolution dans la population des avant-gardes, sentinelles intérieures, identification et formation des camarades avec lesquels avancer. En aval, constitution de troupes, organisations politiques parallélisant les structures de pouvoir officielles, réinvestissement symbolique des lignes décisionnelles et des territoires concernés. Enfin, mise en œuvre d'une double hiérarchisation, politique et populaire, insurrectionnelle et avant-gardiste. La discrétion et le secret pour les mobiliser, à l'inverse, l'absence de peur à l'idée de se voir identifier à des organisations à velléité insurrectionnelle pour ceux qui demeureront purs de tout engagement physique, seront clés, permettant des enlièsements troublant l'action étatique, dépendante de strictes catégorisations, la poussant au développement d'actes arbitraires qui, suscitant l'indignation et le sentiment de révolte au sein des populations, nous aideront. Prenons un exemple. Les abeilles que nous avons tissées sur nos vêtements. Elles sont le signe et le symbole d'une organisation civile parfaitement pacifique et légaliste, dont l'objectif est de protéger les forces subversives, quelles qu'elles soient, au nom d'une lutte commune pour les intérêts du peuple français. Elles respectent parfaitement l'ordre légal, et même s'en nourrissent, mais n'en envoient pas moins le signal d'un détachement à l'égard de l'ordre politique et des structures qui le supportent, les concurrençant tant symboliquement qu'esthétiquement, et appelant par leur simple existence à son basculement. Note 26. Note 26. C'est ainsi qu'au cours de ces dernières années, Damien Tarel, Christophe Détinger, Cro-Blanc, Piotr Pawlenski auront été protégés, couvés, libérés, à dessein, tissant des étoiles qu'ils ne peuvent nous reprocher, aux côtés de citoyens et militants pacifistes, Stéphane Epic, Carole Piagiani, Valérie Minet, Zoé Sagan, et d'étoiles étrangères, de faire autorité, Julien Assange, Ousmane Sonko,
Jorda Laliga. Nos terrains de jeu seront mêlés. Le premier temps nous rendra au monde des friches industrielles, des ports, des faubourgs, voire pour un certain nombre de points d'interconnexion d'infrastructures, à certaines des zones les plus isolées du pays. Ces lieux présentent l'avantage d'une furtivité plus aisée. La surveillance, massivement mise en œuvre en milieu urbain, où se trouveront la plupart des cibles de second niveau, étant bien inférieure et plus facilement contournable en ces territoires. Attention cependant, alors, à l'utilisation des véhicules et, comme rappelé, aux appareils téléphoniques non neutralisés qui pourraient rapidement vous identifier. Plus marginalement, si vous êtes exposé à des formes de ciblage individuel ou groupusculaire, craignez les filatures, la géolocalisation par bornage et les traceurs que l'on pourra repérer sans difficulté, à condition d'effectuer des contrôles rigoureux avec régularité. La France a une tradition centralisatrice bien établie depuis 2 siècles. Cela fait naître, au sein de l'État, un réflexe pavlovien face à toute remise en question intérieure de son autorité, qu'il considère synonyme de sa capacité à préserver l'intégrité territoriale du pays. C'est là un réflexe associatif que les âmes les plus généreuses attribueront à l'héritage des guerres révolutionnaires. À l'action groupusculaire sur les territoires visant les cibles de premier niveau, s'ensuivra donc celle identifiant les lieux ouvertement politiques et étatiques en milieu urbain. Cette seconde façon ne pourra être mise en œuvre qu'avec l'aide des masses, qu'il s'agira d'accompagner et de renforcer en ayant identifié au préalable les points de vulnérabilité des lieux visés, ainsi qu'en leur sein, les lieux d'exercice du pouvoir, à saboter ou saisir donc, selon la stratégie adoptée, et les fonctions pour lesquelles il faudra éventuellement procéder à des substitutions grâce à un travail de renseignement et d'infiltration précis facilité par le recrutement croissant au sein du pouvoir de personnel intérimaire et en statut précaire. Une fois les cibles de premier niveau, infrastructurelles, identifiées, touchées et partiellement désactivées, la progression devra se faire séquentielle, en partant des territoires les plus isolés. La première préfecture tombée, du fait de son incapacité à mettre en place à temps des mécanismes de protection divers, activation des réseaux électriques et de communication secondaires, disposition de forces de réaction rapide, etc., provoquera une onde de choc fondamentale et ouvrira la porte à une déstructuration intenable pour le pouvoir, laissé aveugle, sourd et muet. Note 27. Note 27. C'est ainsi qu'il faut prendre toutes les forces du pouvoir en son envers. La force d'une surveillance de masse autorise en retour des pénétrations particulièrement douloureuses de ces mêmes appareils de pouvoir. La multiplication des dispositifs de surveillance rend impossible le traitement en temps réel des données et favorise largement la marge de manœuvre préalable, pour peu que quelques précautions aient été prises et que l'on ne soit préalablement ciblé, les dispositifs d'anticipation ayant été largement démembrés au pouvoir de ces instruments d'analyse a posteriori. Comment prendre les préfectures? L'organisation groupusculaire que nous mentionnions, mise en place des mois, voire des années en amont, aura pour objectif non seulement de former ses membres, notamment au sabotage, à la coordination, à la transmission d'informations ou encore à la direction d'opérations, mais également, plus pragmatiquement et matériellement, de pourvoir aux moyens de la révolution. Cela implique la création progressive de caches d'armes, lieux de retraite, l'alimentation de complicités au sein des structures administratives et des lieux de direction et de répression, etc., de façon parfaitement asymétrique, de sorte que nos sentinelles placées ne soient informées de rien, si ce n'est des intentions générales du pays. Cette stratégie d'infiltration permettra à un moment d'insurrection de frapper tant de l'intérieur que de l'extérieur, gangréner et prendre de court les forces s'opposant à nous, en s'appuyant sur quelques milliers de personnes. Rappelons que les forces de maintien de l'ordre font l'objet d'un dirigisme très strict et disposent de peu d'unités dotées de capacités d'intervention rapide en relative autonomie. Note 28. Note 28. Ces forces sont coordonnées, y compris en ce qui concerne les policières, par l'UCOFI Place Beauvau, UCOFI. S'il conviendra de fixer les PSPG en s'assurant de maintenir une crainte artificielle quant à leur objectif de sécurisation, il faudra nécessairement s'attendre, à Paris, à des interventions de l'un des 7 PIGR et surtout dans les territoires des PSIG Sabre, composés en moyenne d'une trentaine de gendarmes par département. Ces unités primo-intervenantes, auxquelles il faut associer certaines unités volantes, la Bravem, la BAC, les CRS 8, etc.,
ont des marges de manœuvre que nous devons considérer menaçantes pour les mobilisations citoyennes de masse, mais qui ne sont en mesure de faire barrage à une opération insurrectionnelle sans provoquer de bain de sang. Il faudra les distraire, comme il aurait fallu dans la phase précédente contourner toute force militaire ou lourdement armée chargée de la protection de certains lieux, en se glissant dans les manifestations populaires, en y créant des points de fixation, et ainsi se contenter à leur égard d'effets de surprise soumettant les effectifs et permettant de faire rapidement prisonnières des petites structures, afin d'en attraire les ressources et laisser de la marge aux cellules chargées des actions de sabotage et de prise territoriale. La prise d'otages de forces de l'ordre, non recommandée, en ce qu'elle requiert une logistique lourde et sauf multiplication sur l'ensemble du territoire, amène rapidement à l'organisation de traques délétères, ne devra intervenir à très court délai que dans le cas où l'identification des auteurs aura été rendue possible du fait d'une erreur, afin de déstabiliser brièvement le dispositif mis en œuvre par les adversaires ou afin de favoriser des fuites. Une coordination devra intervenir de façon localisée, les groupuscules exposés en première ligne devant avancer dans la perspective de l'affrontement préfectoral, de façon liée. Il faut avoir conscience de ce que nous n'aurons pas de nombreuses opportunités, tant l'appareil répressif s'est raffiné et se montre en mesure, à court délai, d'identifier les ennemis politiques étant passés à l'action et de les réprimer. La longue préparation devra s'accompagner d'une réflexion mûrie sur le moment du passage à l'acte et de ses modalités, sauf désespoir, tel qu'il fasse du bonheur de l'action une sommité supérieure à la misère des perspectives et du présent. Il faut se méfier cependant du désespoir qui amène à l'impulsion, au sacrifice, et enfin à la solitude et à la laideur, et bien isoler les groupes qui à ces quêtes se voueront, de ceux qui disposeront encore d'une énergie vitale suffisante pour agir sur de plus longues durées. Il faudra pour ces derniers s'assurer d'un non-rapport au sacrifice. L'absence d'effet domino, à la suite de la chute d'un lieu de pouvoir, imposera rapidement la fuite, qui aura dû être préparée, afin d'éviter les forces de réaction rapide et de deuxième niveau, celles du GIGN et du RAID, note 29. Note 29. De Bièvre, coordonné et relié à la BRI par le FIPN, le RAID règne sur la zone francilienne, tandis que le GIGN, depuis la caserne Pasquier de Satory, doté de connaissances de protection via sa section FSP, qui intègre les personnels de services de protection des personnalités en région, le GSPR, mais aussi ses forces d'intervention. Celles-ci permettent la mobilisation à tout instant d'une cinquantaine d'hommes quasiment sans délai et complètent les effectifs moins spécialisés. Il manque le complément du GIGN, répartis dans 14 antennes régionales, composées d'une trentaine d'effectifs, chacune bien moins formés, dont une quinzaine chargée de la protection de personnalités. Parmi ces antennes, 7 sont disséminées dans l'Hexagone, en des lieux facilement identifiables. Le nombre d'effectifs très faible ne permettrait pas une mobilisation sur plusieurs lieux du territoire, d'autant que le GSPR lui-même, avec seulement 78 effectifs, dont 39 membres du GIGN, dispose de moyens par trop limités, qui, prenant le relais des forces de premier niveau susmentionnées, nous rendent au massacre. Il s'agit d'avancer en rapace. 15 000 forces de l'ordre, voilà ce que l'État peut, dans une situation idéale, mobiliser, sur l'ensemble du territoire, à quoi s'ajoutent l'armée et les supplétifs des forces spéciales, soit quelques centaines à quelques milliers d'hommes et femmes immédiatement réquisitionnables en cas de menace fondamentale aux intérêts de nos gouvernants. 15 000, ce n'est rien, à une condition, que les lignes hiérarchiques qui aujourd'hui structurent la répression et permettent à quelques dizaines d'hommes en armes de tenir en joue l'équivalent d'une sous-préfecture du fait de la croyance généralisée non tant en leur force, leur omniprésence, qu'en la capacité du régime à se rétablir, et donc en ce que toute attaque à son égard finisse par produire des conséquences irréversibles et telles en leurs ampleurs que la désolidarisation, la passivité ou le sabordage en deviennent inconcevables en dehors d'une perspective purement sacrificielle. Que ces lignes hiérarchiques, donc, se défassent. C'est là où entre en compte la question de la temporalité. L'enjeu n'est pas tant de faire des percées que de rompre de façon définitive les croyances qui nous tiennent asservis.
La crainte de la peine et donc l'autorité palatiale de la justice est au fondement de la tenue de l'État et est le déterminant véritable de ce que nous qualifions souvent de courage. Le droit pénal offre à nos dominants la maîtrise des horloges. Différent du temps politique, réglé sur celui de la flagrance, il garantit à quiconque qui se montre en mesure de saisir le contrôle sur le long terme. L'usage du droit pénal contre ses adversaires les force à se montrer conséquents et à exclure tout rapport d'impulsion, et peut dès lors se révéler être une arme à double tranchant pour qui en use. Évidemment que l'État s'inflige en détruisant ses propres instruments d'édiction normative. En d'autres termes, par leur politisation excessive, devrait, à cet égard, nous rassurer. Son effondrement s'engendre de lui-même et semble proche. Ce serait cependant oublier que si le droit pénal est devenu un instrument privilégié de la gestion des temps politiques, c'est que son usage est, à court terme, peu coûteux. Note 30. Note 30. Cette question mériterait des développements. Le coût in fine de l'appareil répressif et l'investissement à mettre en œuvre en lui dépendant largement de la capacité des autorités à faire consensus, consensus souvent appuyé par les circonstances contemporaines sur l'efficacité de ces autres branches. N'oublions pas qu'il a suffi à l'État français, pour tenir ces dernières années, malgré la déplétion extraordinaire de ses moyens et l'accroissement du sentiment d'injustice qu'il engendrait, de raccourcir la laisse en procédant à un resserrement de son contrôle sur quelques forces de l'ordre et juridictions répressives d'exception, concentrées en des lieux proches du pouvoir et s'abreuvant directement à sa source pour pallier ses croissantes insuffisances. C'est d'ailleurs pourquoi les procédures judiciaires de nature politique, y compris celles ayant trait au terrorisme, dont le développement, idéologie, mise à part, n'est qu'un symptôme de la dégradation de l'autorité et de la capacité d'emprise de l'État sur sa société, ont été renforcées et dans le même temps définitivement centralisées à Paris. Le paradoxe n'est qu'apparent, entre un pouvoir retranché et une capacité de déploiement demeurée intacte. La capitale n'hésitant pas à dépêcher par tout moyen, y compris aérien, des forces de l'ordre spécialisées et surarmées, et ce jusqu'au fin fond de nos terres, pour faire arrêter et rapatrier quiconque l'aurait défié, et ainsi, par l'arbitraire et la terreur, perdurer. Cela nous rappelle que la désarticulation des autorités territoriales ne saurait suffire et devra s'accompagner en un ultime mouvement, d'un effondrement de ces lignes de front parallèles et contre-insurrectionnelles, pensées comme telles, qui pourraient être mobilisées en dernier ressort, en s'attaquant directement, par ordre de priorité, aux forts qui, du 36 rue du Bastion au sous-sol de la DGSI, en passant par les juridictions d'instruction spécialisées et les forces militaires d'usage intérieur, enserrent en leurs mailles un peuple prône à la révolution. Une fois à l'intérieur d'un bâtiment administratif, et sachant le temps compter, deux options s'offriront à vous. Dans l'hypothèse où la chute de la préfecture, fruit d'un concours de circonstances, ne saurait présager l'institution d'un pouvoir en son sein, faute de contamination possible dans l'immédiat, il faudra évidemment procéder à un pillage méthodique de tout élément pouvant servir le commun et les mouvements sociaux par leur dissémination immédiate. Cela concerne en particulier tout ce qui a trait à l'appareil de répression et de surveillance des populations. Ce premier temps sera suivi d'un second qui, en des délais très resserrés et anticipant une évacuation rapide, consistera soit en un saccage, dans le cas où la situation insurrectionnelle serait avancée, la violence de la répression majeure et seule la fulgurance envisageable, soit à une poétisation politique, au sens le plus fort, consistant à faire du lieu occupé un lieu nouveau, chargé de fonder, de façon plus ou moins éphémère, une politicité. Il faudra alors, dans la mesure du possible, mobiliser les instruments à disposition, tant de communication que de production de contenu, pour faire de ce nouveau territoire une source d'édiction normative. La promulgation de textes et de communications de tout ordre, préparés en amont, singeant ou détournant la prose gouvernementale, présageant avec force, férocité, autorité ou distance de nouveaux mondes, énonçant les intentions et publicisant les objectifs finaux, actualisant des mécanismes de décision et dessinant une société qui jusque-là apparaissait idéalisée et cardinale.
Cette façon exige un grand sérieux, avec une préparation conséquente, incluant une prédistribution de rôles, l'adoption d'orientations préalables, la préparation de circulaires, notes, documents administratifs, etc., qui permettront de débloquer des situations individuelles, de semer la confusion chez nos adversaires, et comme nous l'affirmions, d'engager l'engendrement d'une autorité parallèle, en produisant des émissions tant immédiates que différées à l'égard de Paris, des administrations et des forces de l'ordre, que des collectivités territoriales et des populations. Dans l'hypothèse d'un ébranlement plus conséquent, il s'agira évidemment et avant tout de transformer le lieu saisi en un centre opérationnel et décisionnel, capable de donner des instructions, de centraliser des informations, d'édicter des sentences immédiatement exécutoires et applicatives au nom, cette fois, du nouvel ordre ainsi fécondé, enfin de se protéger. La seule façon de rendre tangible, dans l'immédiat, un pouvoir est d'appliquer une contrainte sur les corps, ce qui explique bien des choses, notamment chez nos dictateurs en herbe et les pouvoirs sans pensée qui régulièrement surgissent. Il faudra donc procéder en s'assurant de deux choses. La réversibilité des dites décisions, puisque l'hystérie et l'agitation révolutionnaire enfantent par nécessité des erreurs, et la capacité immédiate à les faire exécuter, et une distance vis-à-vis de nos intérêts immédiats. La construction d'un pouvoir ne pouvant être féconde que si elle a vocation à terrasser les piliers d'une oppression passée, et non en enfanter de nouveaux. La coordination immédiate avec nos nouveaux vis-à-vis sera par ailleurs essentielle, fondée sur la constitution et l'acceptation de normes communes, permettant à la fois une hiérarchisation des processus de décision et la mise en œuvre de mécanismes de contrôle évitant, ou à défaut réprimant, tout dérapage localisé, par la désignation de délégués et de commissaires révolutionnaires chargés d'une homogénéisation de la production normative, voire abattre l'ennemi. Alors, le rapport de force sera véritablement établi avec le pouvoir, ainsi concurrencé en ses propres fondements. Il faut mesurer l'importance déterminante de cette affection symbolique. Déloger une autorité ainsi née ne suffit pas à l'éteindre. La simple création de nouvelles lignes hiérarchiques concurrentes, dès lors que celles-ci auront commencé à produire des décisions en s'appropriant les canaux et moyens de production normatifs du pouvoir précédent, semant le trouble quant aux reconnaissances de légitimité, produira quant à elle une déstabilisation durable et une grande difficulté à réimposer leur force. En de telles circonstances, l'enlièsement se produira naturellement par la jonction des commissaires nouvellement nommés, préfecture après préfecture, territoire après territoire, choisis et identifiés par leur capacité à prendre des décisions plutôt que par des systèmes électifs, aux désignations contrôlées par des assemblées, faisant reposer leur action sur la légitimité de mandats impératifs et révocatoires et à l'action supervisée par des processus de démocratie directe de type référendaire plutôt qu'assembliste, avec une capacité propositionnelle permettant la remise en question à court délai et à en référer si nécessaire de toute décision touchant au corps. Il faudra laisser jouer le rapport de force et la capacité à diriger jusqu'à ce qu'une autorité légitime se substitue à la puissance révolutionnaire une fois la situation stabilisée, c'est-à-dire en quelques jours à quelques semaines au plus tard. L'accoutumance au pouvoir devenant ensuite insupportable et la résistance à sa déprise improductive au processus de souverainisation populaire qui devra être enclenché. Tout potentat qui chercherait à s'ériger localement méritera d'être dégorgé s'il ne justifie de façon de protéger le peuple de ses excès. Cette instabilité et délégitimation de toute autorité qui se croirait investie définitivement sont essentielles à l'équilibre des structures qui en proviendront, le commissaire devant immédiatement pourvoir à la création d'un défenseur des peuples doté d'une puissance redoutable, fondée sur des mécanismes de saisine directe par tout particulier qui pourrait se voir affecté par la situation révolutionnaire, tout conflit entre ces deux pôles devant être tranché à court délai par des assemblées constituées à toute échelle et chargées, dans le cadre de scrutins virtuels, de les saisir et les dessaisir, tout en demeurant elles-mêmes contrôlées par les mécanismes déjà invoqués, RIC, mandat impératif et révocatoire, tirage au sort, etc. Le pouvoir corrompt. Aussi inévitable est ce processus que celui qui préside à la vie. La factualité qui vient d'être présentée a peut-être affaibli les volontés de certains d'entre vous, effrayés à l'idée qu'il faille, en effet, non seulement faire tomber,
mais faire jaillir puis maintenir une forme d'exercice du pouvoir et de ce qu'il faut nommer autorité. Réjouissons-nous-en, car toute révolution exige un coup d'État et exclut par nécessité qui craindrait ce qui permettra de le générer. Quelles seront les coordonnées de la situation une fois le processus destituant engagé? Un rapport de force, qui, substitution du pouvoir ou non, l'engagera à céder. Une révolution interne permettra soit une émancipation localisée, dans le cas où l'État si affaibli ne sera en mesure de reprendre son territoire, soit nationale. Note 31. Note 31. Il reste qu'en un cas ou en l'autre, les servitudes à l'égard du reste du monde, de fait de la lourde division du travail et du commerce à l'échelle internationale, resteront entières, ce qui nous renvoie à notre réflexion sur la souveraineté infra. Une fois arrivé au pouvoir, on le sait et l'avons détaillé dans Abattre l'ennemi, il faudra imposer une verticale autoritaire à l'égard des classes dominantes, qu'il seul sera en mesure de laisser libérer le reste de la société. Cette dualité est cardinale et interdit l'usage de moyens de répression politique à l'égard des citoyens. Il faudra frapper fort et rapidement pour faire adopter le socle de revendications minimales unanimement espérées en dehors du bloc bourgeois et qui permettront de rétablir un semblant de souveraineté, de démocratie et de liberté au profit des Français. Ces mesures sont connues, évidentes, gagneront à être complétées et perfectionnées. Elles sont surtout liées. Il est impossible d'imposer une véritable resouverainisation populaire via l'adoption du RIC et des mandats révocatoires et impératifs, sans redistribution démocratique du capital des entreprises de presse et des médias à l'ensemble des Français, qui mettent fin au jeu oligarchique orientant l'opinion et donc le vote des électeurs. De mettre en œuvre la réorientation de l'appareil judiciaire, en investissant par exemple lourdement dans la création de tribunaux forains chargés de juger à court terme les litiges civils, notamment les affaires familiales, et policiers au service de la population, en le recentrant sur la lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale et les flux financiers provenant de toutes sortes de trafics, ou encore le renforcement massif des moyens alloués à la protection de l'enfance, la répression des délits en col blanc. Sans l'éviction des magistrats en place au profit de juges et procureurs élus par le peuple, après filtre sur critères de compétence. La renationalisation des marchés, naturellement monopolistiques de nature collective, électricité, autoroutes, télécom, et la recréation d'un véritable service public du soin et de l'éducation, sans une baisse de la pression impositive et taxative via une réduction des grandes exemptions au service des plus puissants, sans une rupture radicale avec la politique monétaire actuellement mise en œuvre sans contrôle démocratique, qui permettra une coupure progressive avec les rentes spéculatives et de mettre en œuvre des investissements d'urgence visant à garantir la souveraineté alimentaire, sanitaire, énergétique et industrielle du pays. Il est également impossible de freiner la mise à mal du pillage qui touche notre pays via notamment l'interdiction d'opérateurs économiques étrangers sur des secteurs de nature sociale et la création d'alternatives publiques et nationales, réseaux sociaux, VTC, restauration rapide, sans procéder à l'éviction des réseaux d'influence étrangers, réduction massive des personnels de renseignement autorisés sur le territoire, destruction des dispositifs d'écoute de masse, fin des accords de partage de renseignements asymétriques. Il en va de même en ce qui concerne la refondation d'un édifice symbolique et la réinauguration du lien social par la réorganisation structurelle de la société, afin de la préparer notamment à la transition énergétique, l'abolition des PPP et plus généralement de tous les dispositifs de corruption locaux, ayant amené notamment à la dévitalisation des centres-villes et à la création de ZAC, la lutte contre la spéculation rentière, notamment concentrée sur l'immobilier, qui passera notamment par l'avènement de nouvelles formes de production, dont la première strate, aujourd'hui chloroformée et décadente, est intellectuelle et exige une refonte du supérieur, périclitant, et du soutien à la création. Tout cela exigeant de frapper préventivement ceux qui en tirent profit au quotidien. Les actions d'exception devront être aussi visibles et assumées que sciemment limitées et se fonder sur la reconstitution d'un corps répressif sain, éloigné de tout intérêt particulier. L'instrumentalisation au sens noble du terme des appareils judiciaires et policiers sera ainsi assumée à ses fins et devra faire l'objet de censures potentielles tant par la citoyenneté que par les institutions concurrentes,
et notamment les défenseurs du peuple dont nous avons parlé. Il faudra systématiquement s'en expliquer et s'en justifier, loin des atroces manœuvres qui tremblent dans l'ombre l'édifice de notre pays. Comment s'assurer que, de tout cela, nous ne tirions, comme jadis, les colonies du Royaume-Uni, libérées de la tutelle politique, mais enserrées en leurs liens économiques, qu'une pure souveraineté de façade, et que nous nous trouvions immédiatement, à l'échelle internationale, en position de minorité? À cela, et au-delà des mesures pratiques énoncées, deux réponses. Tout d'abord, l'enjeu n'est pas à terme immédiat de remettre en cause l'ensemble du fonctionnement économique et politique de la planète. Il s'agit, pour commencer, de mettre fin au pillage de nos terres, d'enfin retrouver les conditions d'une vie commune à travers la refondation de notre État et services publics, de façon à nous offrir la possibilité, à la veille de bouleversements économiques, industriels, environnementaux et migratoires majeurs, de nous protéger des cataclysmes annoncés. En cela, nous ne chercherons qu'à récupérer notre dû, en un premier temps, et à faire évoluer nos pratiques afin de cesser l'exploitation de nos richesses par des tiers, et d'à notre tour nous sevrer de celles que nous tirons de nos plus fragiles étrangers, dont nous extrayons actuellement grand part de notre confort. Ce réajustement moral et éthique aura un coût, mais nous alliera aux puissances populaires de nombreux autres territoires, et servira de ferment à la fois que de socle à nos révoltes, qui naturellement s'exporteront et nous offriront d'importants alliés. Fixant la primauté du politique sur l'économique, nous serons sans idéal, car l'idéal est le propre des bonimenteurs. Nous croirons en nous, en notre assise et en nos corps, en nos terres et en nos pensées. Les protéger et les enfanter, les faire naître en dehors de toute prédation et exploitation sera notre seul objet. Si de là naît un universel, qu'il porte le nom de notre peuple, qu'il s'alimente de notre langue, de nos paroles, de nos dessins et de nos œuvres, nous serons fiers. Mais cela se fera naturellement comme résultat d'une société qui aura eu avant tout pour objectif de pourvoir aux besoins de chacun, de retrouver sa fierté et sa dignité, et qui se refusera à laisser ouverte toute plaie, toute vulnérabilité qui pourrait par l'autre se voir exploitée. Nous aurons pour seul but de ne devenir les esclaves de personne et de cesser d'empiller. La souveraineté est condition de notre liberté. Que vous ne le ressentiez pas au quotidien, car votre asservissement est encore doux et relativement financé, n'y change rien. Pensez en lieu et place de ceux qui, pour vous, souffrent et au quotidien se voient exploités.